Bienvenue à toutes et à tous pour cette séance numéro 4 du séminaire Nouveau paradigme de l'archive. Vous avez vu que j'espère que vous avez lu ce texte d'introduction qui invite tout simplement à réfléchir aux effets, au fond, en partie de la dématérialisation des instruments de recherche et des effets de sens, ou disons de non-sens aussi peut-être, que les moteurs de recherche qui s'appliquent à ces nouveaux outils peuvent avoir sur la réception des archives, sur la réception au sens de que contiennent les archives, comment peut-on s'y repérer. Évidemment, c'est un thème absolument fondamental, avec cette idée en plus qui a été inoculée par Claire Scopsi et Clotilde Roulier de la question des nouvelles formes de narration, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que racontent ou ne racontent pas ces manières nouvelles de rechercher à travers les écrans les archives, et la manière dont on doit imaginer aussi peut-être des nouveaux supports, ou en tout cas des nouvelles formes de narration justement complémentaires. Alors moi je dirais simplement quelques mots d'introduction avant de passer la parole à nos trois intervenants. C'est une séance pas très paritaire, enfin bon, voilà. Effectivement, donc Jérôme Denis, Louis Vigneault et Louis Inquier, je les présenterai un peu plus en détail, mais vous avez déjà leur présentation sur l'affiche, et je ferai circuler certains de leurs travaux pendant la séance. Alors, au fond, moi, ce qui me fascine dans les nouveaux paradigmes de la recherche, des instruments de recherche ou des moteurs de recherche, c'est tout de même un imaginaire latent, et pas si latent que ça d'ailleurs, qui affleure autour de ce que j'appellerais la motoculture. Non pas par référence à Lino Ventura et les Tontons Flingueurs, pour ceux qui connaissent ce film immortel, n'est-ce pas, mais en effet, vous savez bien que les moteurs de recherche véhiculent d'abord ce mot de moteur, déjà, pourquoi ce mot de moteur, mais véhicule, j'avais tenté d'en faire un petit commentaire dans un article de 2011 paru dans la RHMC sur les historiens face aux nouveaux usages de la numérisation, véhicule un imaginaire agricole. Le moissonnage, le broutage, ce qui est plus d'ailleurs pastoral que agricole, mais enfin bon, puisque browse, to browse veut dire feuilleter peut-être, donc ça c'est l'imaginaire classique du livre, mais veut aussi dire brouter. Ça peut valoir le coup de le rappeler. Donc à chaque fois qu'on browse dans un moteur de recherche, on broute. Enfin, on s'apprête à brouter de la bonne et de la mauvaise herbe. Hein. Et justement, quand on broute, ensuite on digère, plus ou moins bien hein, d'ailleurs, et on régurgite, bien entendu. Donc, je tiens vraiment à insister sur cet imaginaire qui mélange, disons, qui assimile la recherche finalement à une sorte de moisson plus ou moins productive. Et ça, c'est quand même une remarque d'ensemble qui, évidemment, n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf qu'elle nous introduit à cette idée déjà, qu'est-ce que racontent au fond les mots qu'on utilise pour désigner les recherches et la manière de les faire dans notre, disons, univers dématérialisé. Par ailleurs, en effet, cet imaginaire, disons, de la collecte n'est pas tout à fait, évidemment, exempt d'un besoin de matérialisation. J'en prends un seul exemple, ou d'un besoin de rematérialisation. Je prends cet exemple à partir du site des Archives nationales israéliennes que je connais un peu, parce que les Archives nationales israéliennes font partie aujourd'hui des quelques services d'archives nationaux qui ont fermé leur salle de lecture. C'est important, ils ont décidé de ne communiquer les archives qu'en ligne, avec évidemment un risque
qui est assumé de créer des polémiques sur ce qui est communiqué, pas communicable. Alors bon, je vous laisse évidemment imaginer dans le cadre israélien ce que ça peut entraîner, mais vous voyez, quand on cherche dans le browse, donc dans le moteur de recherche, vous voyez, en plus c'est écrit très très gros, hein, j'ai pris n'importe quoi, il y a une icône qui apparaît, regardez, hop. Alors là, il se trouve que ça va très vite, d'habitude c'est plus lent, alors je cherche quelque chose d'improbable que on ne va pas trouver, je ne sais pas moi, je sais pas, tiens, Charles de Gaulle, hein, Charles de Gaulle, puisqu'en fait les inventaires sont en hébreu et seulement en partie traduits en alphabet latin. Donc en fait, ce qu'on cherche n'est pas du tout la totalité de ce qu'on peut chercher quand on tape, évidemment, avec un alphabet non hébreu. Ça ne fait déjà couvrir un des nombreux problèmes très classiques. Alors, je recommence. Voilà. Regardez, ah bah, ça va décidément très vite. Bon, j'aurais dû faire une capture d'écran, mais vous voyez que cette petite icône, qui est donc un DIMAP qui se remplit, de données, donc c'est typiquement la confusion classique entre archives et données matérialisées, puisque au fond, celui qui cherche reconstitue un DIMAB qui va être son panier. Autre mot classique de notre vocabulaire inconscient de la recherche, au fond, qui nous ramène d'ailleurs pas tellement à l'agriculture ou au pastoralisme, mais plutôt à la cueillette, hein, puisqu'au fond, quand nous brosons, quand nous broutons, nous allons ramasser des choses dans notre panier, hein, ce panier en osier, hein, pour ramasser les groseilles ou les autres fruits du jardin. Donc, ce que j'aime beaucoup dans cette icône, c'est évidemment que, au fond, le carton d'archives n'est plus ce qu'on va consulter, mais ce qu'on va remplir de données plus ou moins extraites d'une base de données multiples d'inventaire qui ne dit pas exactement sur quoi elle est fondée. Et d'ailleurs, la preuve, puisque je vous dis, il n'y a plus de salle de lecture, donc on est dans une situation radicale où, enfin si, il y a une salle de lecture de consultation exceptionnelle de 4 places, et puis de toute façon, les archives nationales israéliennes se sont déplacées à 20 km au nord de Jérusalem, dans une extrême banlieue inaccessible, beaucoup plus inaccessible que Pierrefitte. Vous avez vu d'ailleurs que c'était très accessible, Pierrefitte. Et donc, au fond, ce qu'on cherche, ça va être essentiellement des documents numérisés. Et d'ailleurs, vous voyez, de fait, il y a un très bel effet d'illusion de recherche, puisqu'on a directement accès aux documents. C'est le pari des archives nationales israéliennes, avec, certes, vous le voyez avant, une petite... ah bah là, pour le coup, tiens, ça restait plus longtemps. Une petite description, mais l'étape de l'inventaire, par ce projet de ne communiquer plus qu'en ligne et plus que directement, et en quelque sorte, pourrait-on dire, squeezée. Disons, en tout cas, elle est non pas totalement effacée, mais c'est très très difficile d'avoir accès aux inventaires, puisque, en fait, même quand on parle hébreu, on ne peut pas vraiment avoir accès à une sorte de base de données des inventaires. Ils sont dépassés, si j'ose dire, par la recherche pleine, indexée directement aux documents. Alors vous voyez que Charles de Gaulle, cela dit, il n'y a que 3 occurrences dans les archives nationales israéliennes, ce qui prouve évidemment toute la limite, non pas de la richesse des fonds, mais plutôt de la description des inventaires, et c'est bien ça qui, on le sait, nous occupe, c'est cette idée fondamentalement que les moteurs de recherche produisent un effet de masse. Tout le monde le sait, qui, la plupart du temps, n'est pas hiérarchisé, où l'information n'est pas hiérarchisée, c'est bien ça qui va nous occuper. Comment, justement, rebâtir un récit, bâtir un récit, pas besoin de le rebâtir, comment construire un récit de recherche, d'ailleurs, parce que la narration, c'est d'abord la narration de sa propre recherche, c'est au fond de l'enquête elle-même qui trace un récit, dans cette masse qui est bien souvent, bon, bah, c'est le coup classique, évidemment, de la recherche, par exemple, voilà, effectivement, si on fait Charles de Gaulle, cette fois-ci dans la salle des inventaires virtuels, on sait très bien qu'on va avoir un résultat, un faux résultat, disons, un résultat en tout cas qui ne permettra pas. Alors là, on a 1958 résultats, donc 459 inventaires. Mais vous voyez précisément, on a 2 données, enfin 2 séries.
la série des résultats et la série des inventaires, ce qui déjà en soi devrait permettre une réflexion, en tout cas pour le lecteur ou le chercheur béotien, sur les deux niveaux d'accès à l'information qui nous intéressent, c'est-à-dire, au fond, l'instrument de recherche d'une part et la donnée, non pas brute, mais en tout cas ingérable, justement, moissonnable immédiatement, sinon dépouillable. Bref. Donc cet effet de masse fait partie, bien entendu, de l'effet recherché par le moteur de recherche. Tout le monde est susceptible d'avoir un résultat, même si aucun de ces résultats n'est vraiment utilisable. C'est le bruit statistique de n'importe quel moteur de recherche qui moissonne des choses dont l'usager ne sait pas exactement sur quoi elles sont fondées. Donc entre cette tension entre l'impression de masse et la nécessité que j'appelais tout à l'heure de rematérialiser sous une forme au moins mentale, le panier, le carton, hein, voilà, finalement le carton va servir de recueil de la collecte, me semble intéressante à mettre en perspective imaginaire avec, disons, oui, le vocabulaire, je l'ai dit, agricole, qui reste très important, et d'autant plus intéressant qu'il est quand même connecté historiquement, ne l'oublions pas, à un autre vocabulaire qui est celui des sources, qui est lui aussi celui, on va dire, de la recherche traditionnelle, en histoire notamment, mais pas seulement, cette idée que la source, par définition, on s'en abreuve, on s'en nourrit, et puis les sources sont considérées, je renvoie à un article de Joseph Morcel absolument excellent, mais peu accessible, les sources sont-elles le pain de l'historien, cette idée que fondamentalement, les usagers viennent là pour se nourrir de quelque chose. Donc si d'un côté on a des agriculteurs et de l'autre côté des consommateurs alimentaires, on a bien quand même, en gros, on retrouve la tension productiviste, héritée de l'âge productiviste, qui finalement survit dans l'imaginaire de ces moteurs de recherche. J'ajouterai évidemment à ça l'imaginaire minier, qui est évident depuis là aussi le 19e siècle, dans la manière de désigner la recherche. L'extraction, bien entendu, et qui a été remis complètement au goût du jour avec l'extraction des données, mais qui est là depuis toujours, cette idée que quand on dépouille, on défriche. Tiens, défricher, encore un terme qui nous amène au premier temps de l'agriculture et au néolithique, etc., etc. Donc entre les mines et l'agriculture, on a bien, disons, un arrière-plan que je voulais simplement rappeler, qui est évident, mais qu'il faut quand même voir à quel point il fonctionne, il est installé, y compris dans plusieurs langues. Hein. Vous voyez, c'est intéressant que Browse ait cette double signification, même si, évidemment, les écrans, enfin, le rapport à l'écran invite au feuilletage, ou plutôt impose un autre imaginaire, cette fois-ci technique et matériel, c'est-à-dire qu'on cherche en feuilletant, en déroulant éventuellement, mais en déroulant des rouleaux de listes, mais il y a cette double coordonnée en quelque sorte. Donc évidemment, on pourrait dire que tout ceci contribue plus encore à, sinon l'effacement, du moins à l'occultation, pas forcément volontaire, hein, mais à la dissimulation des conditions de production de tous ces instruments de recherche qui seraient en quelque sorte les intermédiaires, bien entendu, entre les archives brutes, ou plus ou moins brutes, les données, alors là, encore moins, plus ou moins brutes, et l'usager. En sachant bien entendu que tout ceci signifie que si on est dans un cadre d'une agriculture productive, au fond, la recherche en archives est fondamentalement transgénique, puisque ces inventaires contribuent à faire évidemment, à ne pas avaler du papier, je dirais, dans sa version primitive. C'est pour ça qu'elles sont modifiées par des conditions dont les archivistes sont censés rendre compte à travers tout un certain nombre de sources complémentaires ou de métadonnées, à commencer par les métadonnées elles-mêmes, mais aussi, plus traditionnellement, les introductions d'inventaires, etc., qui sont censées donner le degré de transgénie, en quelque sorte, des archives. Hein.
degré de modification, de reclassement, de provenance, etc. etc. Donc de toute façon, tout ça, voilà. Mais on garde quand même l'idée qu'on se nourrit et on va dépouiller, donc comme on dépouille cette fois-ci, là c'est plus la boucherie, hein, l'imaginaire du dépouillement que celui de l'agriculture, mais enfin c'est quand même aussi intéressant. Alors, pour finir ces quelques remarques introductives, je voudrais faire trois séries de remarques qui sont en fait trois chantiers, à mon avis, à venir ou à ouvrir ou à suivre sur l'histoire du rapport donc entre instruments de recherche et leurs usages, l'histoire entre la production des instruments de recherche nécessairement complexe et sur laquelle pèsent des questions de droit, ça, fondamentaux, c'est-à-dire dans quelle mesure l'instrument de recherche est-il ou non en partie la révélation du contenu. C'est la problématique numéro 1 des instruments de recherche, c'est qu'ils sont un dévoilement, mais ils ne sont pas une révélation au sens où ils ne donnent pas accès au contenu. À ce propos, je vous renvoie à une référence que malheureusement je n'ai pas sous la main, au sens où c'est un livre qui est quasiment épuisé, mais c'est un des rares livres entièrement consacrés à cette question, de Bruno Galland et sous la direction de Bruno Galland et Christine Nougaret, qui date un petit peu maintenant, enfin qui date de 2003, mais vous savez que voilà. D'habitude, je tape avec deux mains, hein, je vous le rassure, mais là, les instruments de recherche dans les archives, voilà. Où est-ce qu'il est? Voilà, dans les archives. Ah non, c'est 99, pardon, à la documentation française, donc qui est un collectif dans lequel on trouvera quand même pas mal de références et de réflexions sur cette question de l'histoire et des instruments de recherche dans leur tension avec leurs usages. Mais ça reste évidemment, il y a 1000 autres références, mais ça reste un chantier ouvert. Alors moi, je voudrais juste terminer ces quelques propos introductifs sur une série de remarques, 3 remarques en fait. Tout d'abord sur l'histoire des mots, évidemment, qui désigne les instruments de recherche. Et à commencer par le mot lui-même, instrument de recherche, qui est relativement, non pas récent d'usage en français, mais qui s'est récemment généralisé pour englober la totalité des autres instruments de recherche traditionnels, dont le célèbre inventaire, qui, vocabulaire sur lequel il y aurait évidemment des termes sur lesquels il y aurait une enquête monstrueuse à faire. Elle est presque sur, évidemment, ses origines plus que juridiques dans le droit civil, puisque le terme vient évidemment de l'inventaire des biens, qu'il s'agisse d'après décès ou pas, et qui s'est construit au XIXe siècle comme un des mots-clés de la profession d'archiviste, même si vous remarquerez qu'en français, on parle d'inventaire, on parle d'archiviste, mais il n'y a pas de mot dérivé d'inventaire pour dire les gens qui font les inventaires. Il n'y a pas d'inventarisateur, il n'y a pas d'inventorieur. On pourrait inventer un mot, enfin, c'est plus la peine, puisqu'on ne fait plus vraiment d'inventaire. Ne serait-ce que parce que le mot, je prends la définition dans le dictionnaire des archives de l'AFNOR, lui aussi publication épuisée sous la direction inénarrable de Bruno Delmas. Enfin, tout est inénarrable d'ailleurs dans cette idée. Inventaire. Alors justement, la première définition, c'est état descriptif et estimatif des biens meubles, titre papier d'une personne ou d'un organisme. Donc il n'y a pas de doute, historiquement, c'est bien, le terme n'a pas été créé pour les archives, si tant est qu'on voulait évidemment s'en douter. Ensuite, inventaire 2, état de situation que doivent dresser annuellement les commerçants. Et puis ensuite, inventaire d'archives. Et puis l'avantage, vous savez, de ce dictionnaire, c'est qu'il donne des termes dans d'autres langues. Hein. Donc on dit inventory, archive inventar et Bestand inventar, donc c'est une variante en allemand. État descriptif sommaire ou analytique détaillé des éléments, pièces ou articles, composant un fonds ou plusieurs fonds d'archives. Définition, par définition large, mais qui comprend le mot d'état. Et ça, c'est fondamental parce que cette idée d'état, qui a pu être déclinée en français sous forme d'état sommaire, d'état général, voire des fonds, c'est ici notamment les fameux volumes verts qui ont peuplé les bibliothèques
et encore qui peuplent encore quelques bureaux de chercheurs, ces États, cette idée que c'est un État justement, en l'occurrence pour les archives nationales, des archives de l'État, hein, c'est pas simplement un jeu de mots, c'est-à-dire qu'il y a quand même dans l'idée d'inventaire quelque chose de clos, ou disons parfois temporaire éventuellement, mais cette idée que l'inventaire ferme quelque chose. Hein. L'inventaire valide. Et il valide quoi d'ailleurs? Il valide la nature des archives elles-mêmes, puisque, vous le savez sans doute, là c'est un questionnaire historique qu'on peut mener à travers les archives, notamment du service technique des archives de France depuis le service des archives départementales. L'idée de publier ou non les inventaires, la validation des inventaires a répondu jusqu'aux années 70, 80 même, je parle sous le contrôle des archivistes, des vrais archivistes qui ont été dans les ministères ici, c'est quand même un contrôle plus que scientifique et technique sur la validité des normatives de la description par rapport au contenu, etc. etc. Donc il y a quand même toute une histoire officielle, normative de ces inventaires qui s'opposent bien entendu et qui se sont opposés historiquement dans la construction de l'identité de l'archiviste au mot catalogue, qui était l'apanage des bibliothécaires, ne serait-ce que parce qu'il met en avant le discours, justement, sinon la narration, catalogus, hein, ce qui suit le verbe, le discours, donc, et qui est plus proche, évidemment, de l'indexation, en tout cas de la pratique de l'indexation, puisque dans cette idée d'État, il y a l'idée d'État au sens tel qu'on l'a trouvé, même si on sait que l'inventaire peut évidemment être le produit de divers remaniements, etc., etc. En tout cas, dans l'idée d'inventaire, il y a l'idée de totalité et non pas de sélection. C'est-à-dire que l'inventaire génère une sorte de, sinon d'effet de clôture, du moins quelque chose d'une totalité et quelque chose d'une possession, puisque l'inventaire, et ça c'est l'héritage, si j'ose dire, de son usage dans le droit civil et notarial, l'inventaire est aussi vos titres de possession. Donc, d'où peut-être la crispation très longue depuis le 19e siècle sur qui fait l'inventaire, qui valide l'inventaire, puisqu'il se joue quelque chose et qui publie l'inventaire, ou en tout cas sous quelle forme. Est-ce que c'est simplement un inventaire qu'on donne en accès dans une salle de lecture? Est-ce que c'est un livre qu'on publie? Et là aussi, même si aujourd'hui, la publication sur papier des inventaires paraît relever vraiment du registre des antiquités nationales, eh bien, il faut imaginer que derrière, il y avait véritablement un processus d'officialisation et d'affirmation d'une possession forte. À ce propos, évidemment, la question même je vais y revenir, ce sera ma deuxième remarque, de qui fait l'inventaire et qui est l'autorité de l'inventaire, l'autorité au sens BNF, hein, au sens vraiment l'autorité, le producteur, pas le producteur justement, mais l'auteur. Est-ce que les inventaires ont des auteurs? Qui est l'auteur des inventaires? Ça, c'est un vaste... C'est une des autres pistes. Donc, je laisse de côté la question, évidemment, des mots répertoire et autres. Il y a, en fait, finalement, une vraie enquête historique sur les usages des mots qui désignent les instruments de recherche. Et puis, il y a une enquête à faire sur la manière dont le mot instrument de recherche, en français tout du moins, s'est imposé. Dans les années, on va dire, 90, tardivement. Alors, peut-être aussi parce que le mot inventaire a pris des connotations diverses dans le domaine politique, notamment. Droit d'inventaire et autres, qui peut peut-être créer un effet, disons, de perturbation. Alors, le mot hier, pas de problème, et justement, je dis volontairement hier, puisque voilà, typiquement, un réflexe professionnel qui consiste, comme dans toutes les professions, à donner une abréviation, hier, hein, pour... et moi, très souvent, quand on dit bah, « vous avez cherché dans les hier », les gens pensent « hier », entendent peut-être d'abord « hier ». C'est d'ailleurs intéressant de mettre, c'est comme vous savez, les noms du père. Hein, hier, alors JR, alors c'est pas Dallas, hein, mais hier, qui hier, dans les hier. Effectivement, il y a beaucoup d'errance dans cette pratique
des instruments de recherche, mais je n'irai pas plus loin puisque le temps m'est compté, ainsi que ma chère Claire me le rappelle. Donc, j'insiste tout de même sur le fait qu'évidemment, ce caractère englobant a permis, historiquement en France, de faire passer le deuil des inventaires, et notamment des inventaires analytiques hérités d'une pratique qui n'a plus lieu d'être, compte tenu de la masse des archives à traiter, et a permis d'englober, en assimilant tout ce qui relève de la production archivistique au fil de l'eau, du bordereau de versement en passant par les répertoires numériques et autres. C'est pas pour rien que le terme est englobant, c'est qu'il permet non pas de niveler tous ces niveaux de description, mais tout de même de les englober dans une sorte de catégorie généreuse, instrument de recherche, dont l'abréviation, à mon avis, peut poser des problèmes, surtout quand elle est collée à d'autres abréviations. On peut imaginer, vous avez vu l'IR des archives DPR, par exemple des présidents de la République, donc ça peut donner des choses marrantes. Hein. Donc on n'est pas loin des noms du père quand même, en fait, finalement, on n'y est pas si loin. Mais on n'est pas dupe, même si on erre. Bref. Deuxième remarque, et j'en termine, l'octorialité. Donc, au fond, l'instrument de recherche, on l'oublie parfois, est historiquement un acte souverain, véritablement, c'est-à-dire l'inventaire d'archives, c'est une façon quand même pour telle ou telle administration, voire l'État dans ça, de finalement rendre compte d'une partie de son activité. Donc il y a quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait automatique et évident dans l'histoire de l'État, dans son rapport avec la société civile. D'ailleurs, jusqu'en 1884, les archivistes, les personnes qui travaillaient dans les archives, n'avaient pas le droit de publier les documents d'archives dont ils avaient la garde. Alors c'était lié à la publication, non pas à la description. Et il y a certainement un lien à construire et à reconstruire dans cette enquête historique entre la nécessité de préserver un certain anonymat, en gros, de celui qui fait de l'inventaire, et le devoir ce qui est devenu le devoir de réserve du fonctionnaire archiviste, en quelque sorte, qui, étant en position lui-même de révéler des choses qui doivent être, disons, maintenues, protégées pendant un temps, eh bien, ne peut pas être à la fois, en quelque sorte, le descripteur et l'auteur. À ce propos, évidemment, il y a aussi un autre chapitre dans l'enquête possible qui serait comment les inventaires d'archives n'ont pas été reconnus comme des publications scientifiques en France. Ça, c'est quand même fondamental, entre autres précisément du fait de cette dimension souveraine et le fait que l'inventaire est un produit du travail du fonctionnaire, comme le rapport administratif, d'une certaine façon, l'est pour le magistrat ou le fonctionnaire. D'où le report sur de cristallisation de l'octorialité de celui qui fait l'inventaire. Et donc, vous voyez qu'on se rapproche quand même du récit, ma chère Claire, puisque si on parle de narration, il faut bien des narrateurs. Donc, est-ce que les auteurs, que sont ces auteurs d'inventaire, sont-ils des narrateurs potentiels? Et qu'est-ce qui se passe dans les introductions, qu'est-ce qui se passait dans les introductions d'inventaire, ou dans, aujourd'hui, la forme moderne, évidemment, que sont les fiches, les différents métadonnées nourries des inventaires dématérialisés ou des instruments de recherche, concernant, évidemment, l'histoire du fond, la production, les sources complémentaires, etc. Là aussi, c'est compliqué, puisqu'on sait que les introductions d'inventaire sont, non pas les parents pauvres, mais les victimes expiatoires de la recherche historique, puisqu'elles ne sont rarement citées comme des articles à part entière, même si elles le pourraient, pour le coup, et elles sont là même rarement lues, voire pas lues. Et que justement leur non-lecture, si, statistiquement, je peux vous dire que, ne serait-ce que l'expérience de n'importe quelle personne qui est en salle de lecture se rend compte que des chercheurs experts n'ont pas lu les 10 pages qui leur permettraient de ne pas poser la question qu'ils posent même après 40 ans d'expérience sur tel ou tel fond. Ça c'est vécu, et par nous tous, je pense, à différents degrés. Donc là aussi, c'est quand même où se loge l'octorialité de l'archiviste quand il fait un inventaire, mais je ne développe pas, je n'ai plus le temps. Donc tout ça m'amène à quitter la parole, enfin, je vous rassure, sur ce problème du récit, donc, puisqu'il y a un problème donc
problème. En tout cas, il y a une question de où se positionne l'énonciateur, sinon le narrateur, qui est celui qui fait l'instrument de recherche, l'inventaire, en sachant qu'en effet, ce qu'il va raconter, ou ce qu'il se raconte lui-même d'ailleurs pour pouvoir finalement produire cet inventaire, fait l'objet de différentes, non pas conflits nécessairement, mais disons usages et fonctions contradictoires. Il faut à la fois évidemment respecter les normes de description archivistique, ça c'est plutôt sur la pratique, mais bien entendu toute la question du rapport au droit et à ce qui est dissible, pas dissible. Et là, on a derrière tout le questionnaire de comment anonymiser, sans trop anonymiser, les descriptions d'inventaire. Comment ne pas transformer finalement tous les inventaires potentiellement nominatifs finalement en liste aveugle et anonyme, etc., etc. Donc il y a quand même une vraie créativité d'ailleurs là possible dans la position de raconter sans tout dévoiler, en tout cas raconter, en tout cas dresser des liens, voilà, entre les zones de description qui permettent en quelque sorte aux usagers de s'y retrouver, puisque après tout c'est quand même ça qui est le principal objectif.